Bonjour, c'est Japanman et bienvenue dans cette lecture manga du mois de juillet 2022. Rapidement, donc cette vidéo est un peu en retard, vous l'aurez peut-être remarqué, et par effet domino la suivante également, c'était à cause d'un petit problème de santé qui est en train d'être réglé, donc pas de problème. On va vite rattraper ce retard, vous en faites pas. Et donc, c'est parti pour les mangas. Et donc, on entame cette vidéo avec le roman, et oui, une fois n'est pas coutume, c'est pas un manga à proprement parler. One Piece, Histoire de l'équipage, par Eiichiro Oda, bien sûr l'auteur original, et Tomohito Osaki, qui je suppose a écrit l'intégralité du roman. Donc c'est un roman, mais c'est adapté d'un manga, et c'est au format manga, donc bon, on va pas faire les difficiles, hein, on va compter ça comme un manga dans cette vidéo en tout cas. Le truc, c'est que donc c'est ce manga, qui s'appelle Histoire de l'équipage, on pourrait s'attendre, c'est aux éditions Glénat par ailleurs, j'ai oublié de le dire, on pourrait s'attendre, vu le titre, à ce qu'il nous re-raconte un peu l'origin story, entre guillemets, de chaque membre de l'équipage. Vous voyez, genre, oh Nami, c'était là-bas, il y avait Erlong, oh Chopper, c'était sur Drum. Heureusement, c'est pas ça. Alors je dis heureusement parce que ça aurait fait un peu redite, quoi, vous voyez, ça aurait pas été... Le lire à l'écrit serait peut-être eu quelques avantages, mais voilà, ça aurait pas été très intéressant d'un point de vue inédit, quoi. Il n'y aurait rien eu d'inédit. Mais donc c'est pas ça au final, c'est plutôt sympathique comme concept. Justement, l'idée c'est que il va y avoir un chapitre par membre de l'équipage, et à chaque fois on va découvrir un peu le point de vue d'autres personnages, de personnages la plupart du temps très secondaires, sur ce dit membre de l'équipage. Donc petit exemple, je vous dis pas s'il est vraiment dans le livre ou quoi que ce soit, pour que vous compreniez bien le concept. Par exemple, imaginons que des soldats de la marine parlent de Zoro. Ils sont là en mode ouais, le chasseur de pirates, il est fort quand même avec les sabres, vous en pensez quoi? Et vous avez vu ce qu'il a fait à ce moment-là? Voilà, c'est un peu ça l'idée. C'est à chaque chapitre un personnage plus ou moins secondaire, voire comme là je vous ai dit, des soldats de la marine, ce seraient des personnages vraiment des figurants, quoi, des personnages, des silhouettes presque, des personnages qui n'ont même pas de nom. Et donc voilà, on va avoir le point de vue de certains personnages sur certains membres de l'équipage, ce qui est une approche plutôt intéressante, je trouve, parce que du coup, voilà, ça fait un peu, ça étoffe un peu le monde de One Piece, ça est censé le rendre un peu plus vivant et un peu plus à l'échelle des civils aussi, comment ça se passe, vous voyez. Parce que c'est vrai que là où on est dans One Piece, c'est des guerres de pirates qui ont tous des fruits du démon, ou des robots géants ou des trucs comme ça. Donc bon, c'est vrai que ça on perd rien, quoi, à aller voir un peu les civils de temps en temps dans ce genre de spin-off. Donc c'est plutôt sympa à lire, ça se lit assez vite en plus, et puis vu que c'est des chapitres, même si vous n'êtes pas un très grand lecteur, vous pouvez lire chapitre par chapitre, ça passe, quoi. Moi j'avais pas lu pour être franc, j'avais pas lu de roman depuis assez longtemps. Et du coup, pouvoir lire comme ça, me dire que je peux m'arrêter à chaque chapitre, c'est plutôt avantageux dans ce genre de contexte. Et par contre, je dois quand même mettre un petit bémol. Alors, comme je vous ai dit, il y a eu du retard dans cette vidéo, donc j'ai lu il y a presque 2 mois. Donc bon, je vais peut-être avoir du mal à remettre le doigt exactement dessus. Mais je crois me souvenir que je m'étais fait une réflexion. C'est que parfois, c'est un peu contre-productif. À quel point les membres de l'équipage sont importants aux yeux des civils et des personnages secondaires concernés. Et ça casse un peu le délire qui justement est de rendre le monde de One Piece plus vaste, plus réaliste, plus terre à terre. Parce qu'en fait, des fois ça passe carrément, mais des fois, vraiment à la fin du chapitre, par exemple imaginons c'est le chapitre de Usopp, c'est un exemple comme un autre, hein, je vous dis pas que c'est le cas dans le livre, hein, je vous spoil rien, vous en faites pas. Par exemple, imaginons à la fin du chapitre de Usopp, t'as vraiment le gars qui ne connaît pas Usopp, hein. Genre vraiment, il en a parlé, il s'est passé des trucs dans sa vie en rapport indirect avec Usopp, et vraiment à la fin du chapitre, il est là, ah Usopp, tu m'as tellement aidé, je t'admire, j'aimerais être comme toi, alors que vraiment il l'a jamais rencontré, et ouais, vous voyez, il y a un peu cette sacralisation des personnages principaux dans plusieurs histoires, qui semble un peu à côté de la plaque, sachant qu'ils ne les connaissent même pas personnellement, ces personnages principaux, les protagonistes des petites histoires. Et du coup voilà, des fois ça casse un peu la crédibilité. Genre vraiment, ok, donc tu voulais me montrer le monde un peu plus terre à terre, un peu plus civil, un peu plus... Mais le gars il vénère Usopp alors qu'il le connaît pas.
Oui, il vient de se passer des trucs dans le chapitre en rapport indirect avec Usopp, mais c'est en rapport indirect. Usopp, il a pas du tout aidé dans la vie, le gars. Donc, voilà, Usopp, c'est un exemple. Pour ceux qui ont lu les histoires, je parle pas forcément de celle-là. Mais, voilà, il y a ce côté un peu... On sacralise beaucoup les personnages principaux, qui des fois fait un peu too much, quoi. Des fois, oui, d'accord, on a compris, tu adores Robin, mais elle a pas changé ta vie non plus, quoi. Enfin, si, Robin, enfin, oui, voilà, je vous spoil pas, je vous ai dit, mais... voilà, il y a, allez, trois histoires peut-être comme ça dans le lot où vraiment c'est abusé. Et il y a même celle, je vais pas spoiler encore une fois, mais celle sur Franky par exemple, elle part un peu dans un délire quand même, par rapport à Franky. Parce que, disons que tous les autres c'est vraiment genre de loin ou de près, mais dans un contexte tout à fait crédible par rapport au manga, vous voyez. Par exemple Robin, je dis toujours pas ce qui se passe, hein, mais ceux qui ont lu sauront. Robin, ok, elle est pas loin, mais c'est pour une raison tout à fait logique et qui passe tout à fait dans l'histoire de One Piece. Par contre, Franky, lui, il est loin. Mais Franky, il se passe un truc, genre 3 fois d'affilée, et ça devient de plus en plus ridicule au fur et à mesure. Ça, dans le vrai monde de One Piece, genre si ça arrivait dans le vrai manga, je trouverais ça un peu ridicule, un peu too much. Mais bon. Quoi qu'il en soit, bon, je vais pas rentrer dans les détails parce que là, par exemple, rien que le truc de Franky, si vous vous souvenez plus de l'histoire de Franky, et même si vous vous en souvenez, vous voyez peut-être même pas de quoi je parle. Donc, on va passer au manga suivant, je pense. Mais quoi qu'il en soit, c'est un roman One Piece qui ne démérite pas, quoi. Vous pouvez y jeter un coup d'œil, vous pouvez le lire, ça se lit vite, ça se lit en plein de fois si vous n'êtes pas trop lecteur, vu qu'il y a des petits chapitres. Et bah c'est fun quoi au final. On enchaîne sur Dr. Stone tome 20 et 21 par Richiro Inagaki pour le scénario et Boichi pour le dessin, encore aux éditions Glénat. J'ai même pas fait exprès. Alors, donc c'est tome 20 et 21 de Dr. Stone, bah on persiste sur la lancée précédemment initiée, hein. L'arc en cours continue, avec des trucs relativement intéressants qui se passent. Même très intéressant sur certains points, donc j'évite toujours le spoil, donc je vais pas vous développer ça plus qu'il ne le faut, bien sûr. Mais voilà, on sent quand même que l'histoire avance, et qu'au bout d'un moment, on va percer la clé de ce mystère. Alors je suis très curieux, parce qu'en fait, notamment avec tout ce qui est la pétrification, hein, c'est le mystère depuis le début, je suis assez curieux, parce que le délire, c'est que... on n'est pas chez n'importe quel manga, on est chez Dr. Stone. Et Dr. Stone, on s'attend, en tout cas moi je m'y attends beaucoup, à ce que la clé de la pétrification ait une source, un minimum scientifique. Vous voyez ce que je veux dire? Alors oui, ok, la pétrification c'est sans doute une grosse exagération de la vraie réalité scientifique. Mais je me dis, il y a une source, vous voyez. Le gars il a pas fait un manga sur la science et sur le savoir humain et sur la construction d'objets. Avec la chimie et la métallurgie et tous les trucs là, et tous ces trucs là, pendant je ne sais combien de tomes, je sais pas combien de temps ça va durer, pour à la fin nous faire ouais bah, la pétrification c'est magique. Non, je suis sûr il y a un petit fondement, il y a un petit... Et donc je suis vraiment très curieux de pouvoir savoir de quoi il en retourne quoi. Et donc là voir que ça avance de plus en plus, qu'on se rapproche de la clé du mystère, ça me conforte dans l'idée que bon ça va, il y a quand même... Il a pas peur de finir quoi, il a pas peur de s'approcher de la fin, le scénariste. Et il y a vraiment à mon avis un truc derrière. Après bon, est-ce que ce sera une très grosse exagération d'une réalité scientifique peu connue, ou est-ce que ce sera un truc totalement réaliste en fait, et puis demain si t'as toutes les ressources qu'il faut, tu peux pétrifier la Terre entière. Ça je sais pas, je pense plutôt la première hypothèse quand même. C'est un manga, hein, à mon avis ils ont pas mal exagéré les faits. Mais... quoi qu'il en soit, très pressé de connaître justement la clé de ce mystère. Alors, on enchaîne sur Moi quand je me réincarne en slime, tome 18, et... ah bah qu'est-ce que c'est que cette plaque de métal? Oh mais c'est le collector du tome 19, dis donc. Voilà, donc tome 18 et tome 19, aux éditions Kurokawa, l'œuvre originale par Fuse, le manga par Taiki Kawakami, et le design des personnages par Mitzvah. Donc, on en avait parlé dans une vidéo précédente.
du fait que la collector du tome 19 avait l'air très jolie en étant toute rouge, comme ça, ce qui contraste beaucoup avec les tomes habituels. Et c'est assez sobre, vous voyez, comme changement de design. Alors il y a aussi le personnage central sur la couverture qui change, mais pareil, il me semble que sur la couverture d'origine, c'est... Ah oui! Ah bah d'ailleurs, bon hasard, parce que j'avais un peu oublié, mais là je m'en souviens, la couverture d'origine est en dessous, au lieu d'une couverture réversible. C'est sacrément spécial, je trouve. Après pourquoi pas, hein, dans l'idée, comme ça j'ai les deux, mais je me serais plutôt attendu une couverture réversible. Ouais, donc ouais, vous voyez sur la couverture originale c'est ce gars-là, donc bon bah autant avoir la vampire waifu avec des yeux de couleurs différentes, là c'est plus classe je trouve. Donc voilà, rouge, avec une meilleure couverture, vraiment cette collector me parlait. En plus le bonus c'est... pour le coup c'est une... Ah, je vais l'enlever d'ailleurs parce qu'elle arrête pas de faire tomber le tome. C'est une plaque en métal. Et je vous ai souvent dit que les goodies, voilà, c'était pas toujours mon truc, quoi. Les cartes postales, les quoi tous les goodies, les badges, les trucs comme ça, que tu ranges dans leur boîte et puis que tu réutilises plus jamais, quoi, parce que c'est juste de la collection, mais tu vas pas les déballer, quoi. Et pareil, les cartes postales, tout ça, tu vas pas les regarder pendant 1000 ans, tu les regardes, tu les ranges, 2 ans plus tard, tu les re-regardes. Là, la plaque en métal, ça a l'avantage d'être quand même moins fragile et un peu plus objet. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, quoi. C'est... voilà, il y a un côté, tu peux l'exposer sans trop de risque, contrairement à une carte postale, par exemple. Il y a un côté aussi... voilà, un peu... On est plus proche, on est un peu... Bon, c'est un peu bizarre de dire ça, mais on est un peu un mi-chemin entre une carte postale ou une lithographie et une figurine. Vous voyez, il y a moyen, si un jour j'ai une figurine, une petite figurine de Limule, ou de qui que ce soit d'autre, de moi quand je me regarde dans un film, il y a moyen que je mette ça derrière en arrière-plan pour faire un peu classe, si je me débrouille bien. Enfin voilà, tout ça pour dire que pour moi une plaque en métal c'est déjà un peu plus concret, un peu plus solide qu'une carte postale ou un truc comme ça, même si dans les faits c'est pas beaucoup plus éloigné, l'idée c'est toujours de montrer une jolie image. Mais en plus il y a du relief et tout sur celle-là, je sais pas si ça se voit à la caméra, un petit peu avec les reflets, mais... Donc voilà, ça c'était pour la collector du tome 19. Sinon, dans ces tomes, donc, on conclut... Enfin, on conclut. Oui, dans l'idée, on conclut quand même un petit arc avec des sacrés enjeux. Il y a Limule qui règle ses comptes, quoi, avec certains méchants qui lui ont fait du tort. Bon, vous voyez de quel genre de tort je parle et vous voyez de quel méchant je parle si vous êtes à jour dans la série. En plus de ça, on confirme bel et bien... je sais plus à quel point c'était confirmé, mais c'est un truc que je me souviens que je me posais la question quand c'est arrivé, que pour le moment il y a vraiment plus de mini-texte de Veldra à la fin. Vous voyez, il n'y a plus le petit chapitre textuel ou de Veldra qui raconte exactement le même tome, ce qui moi m'embêtait un peu, même si dans l'absolu je préfère qu'il y ait plutôt qu'il y ait pas, hein. Toujours bon d'avoir plus de trucs que moins de trucs, mais voilà, moi ça me gênait un peu, donc du coup, je suis un peu soulagé qu'il n'y ait plus, vous voyez. J'ai quand même, voilà, à la fin d'un tome, au lieu de me dire, ah ouais, j'ai encore un texte à lire avant de pouvoir passer au suivant, bah je me dis, ah cool, je veux passer au suivant direct. Ça c'est plutôt sympa pour moi, mais bon. Donc voilà, l'histoire avance, elle prend des proportions, voilà, on monte un peu en puissance, on monte un peu en enjeu, mine de rien, hein. Là on a rencontré à peu près tous les grands pontes de cet univers quand même. Et en plus l'intrigue, ah ouais ça c'est cool, l'intrigue un peu mystérieuse, vous voyez, l'intrigue un peu... oh il y a des méchants, ils sont mystérieux, mais je me demande ce qu'ils vont faire. Avec tous ces méchants notamment qui ont des masques de clowns ou de trucs comme ça. Et je suis content parce qu'il y a enfin... on y voit enfin un peu clair quoi. Parce que honnêtement, vous m'auriez demandé avant toute cette histoire là, dans quel camp, avec qui complotent les masques de clown et les masques tristes et les trucs comme ça là, j'aurais pas trop su vous le dire, hein. Ces types là vraiment, on les voit comploter, on les voit espionner, on les voit faire des sales coups peut-être des fois, mais on comprend pas trop ce qu'ils veulent. Là je sais à peu près ce qu'ils veulent, je sais à peu près pour qui ils sont, voilà, j'ai une petite idée de c'est quoi leur délire, sans pour autant qu'ils soient devenus plus mystérieux d'un coup, quoi. Vous voyez, ils ont encore une part de mystère, mais au moins je sais qui c'est, je sais à quoi m'attendre, et ils ont gagné un peu plus de consistance à mes yeux. Ça c'est top. Donc voilà. Juste pressé de lire la suite, quoi. Et décidément, je me dis, moi quand je me réincarne en film, ça a le potentiel d'être une série très très longue, hein, mine de rien. Donc faut voir jusqu'où ça va, mais
Voilà, toujours content que ça ait pris, quoi, moi quand je me regarde dans cela, mais c'est vraiment, je pense que c'est vraiment devenu en tout cas en France, après je sais pas comment ça marche, comment c'est au Japon quoi, mais j'ai l'impression que c'est devenu quand même une sorte de petit classique du isekai à son échelle, et bah, vu que c'est très sympa, c'est mérité quoi je trouve, donc toujours cool. Alors, on enchaîne avec un manga qui vraiment est très très important pour moi. Et je pense que si vous avez vu mes vidéos sur Hayate no Gotoku, mes lectures du mois où je me suis lu l'intégrale de Hayate no Gotoku, vous savez pourquoi c'est un manga qui est important pour moi. Donc il est bien sûr question de Tonikaku Kawaii, de Kenjiro Hata. C'est le tome 1, chez Nove Graphics. Alors, Tonikaku Kawaii, pourquoi c'est important? Parce que c'est le manga suivant de Kenjiro Hata, qui est l'auteur des Hayate no Gotoku, donc Hayate the Combat Butler en Occident. Et Hayate the Combat Butler, c'est un manga que vraiment j'adore, et qui en plus est très long, 52 tomes, hein, donc c'est un manga qui a dû avoir un petit suivi, quoi. Vous voyez, c'est un manga, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est culte pour qui que ce soit, mais enfin peut-être pour moi, mais voilà, c'est pas rien, quoi, Hayate no Gotoku. Si mes paroles ne suffisent pas à vous faire comprendre que c'est bien, le nombre de tomes devrait vous donner un indice quand même, quoi. Et du coup, Tonikaku Kawaii, j'étais vraiment pressé que ça sorte en France, parce que ça sortit quand même depuis un petit moment, pas si longtemps que ça, mais un petit moment quand même, au Japon. Et voilà, j'attendais que ça sorte en France et tout. Alors surprenamment, c'est pas Kana qui l'a sorti en France, parce que c'est Kana qui avait sorti Hayate the Combat Butler, mais Nove Graphics, ce qui est pas plus mal, parce que j'aime bien Nove Graphics. Et en plus, ah ouais, je sais pas si vous voyez, je pense qu'à la caméra, moi j'ai l'impression que ça rend pas très bien. Mais en vrai, quoi, la texture du manga, quoi, on a l'impression que c'est du tissu presque. C'est, enfin pas la texture, mais au visuel, on a l'impression que c'est presque du tissu. Mais voilà, il y a toujours cet effort de texture, de relief sur les couvertures de Nove Graphics. Et ça, c'est pas mal du tout. Donc du coup, ce tome 1 de Tonikaku Kawaii, je l'attendais avec impatience, d'autant plus que l'animé, lui, était déjà sorti depuis longtemps. Et donc j'ai dû ne pas regarder l'animé volontairement pour pouvoir me lire les mangas sans spoil. Et voilà quoi, vraiment pressé. Et là, enfin, j'ai pu la voir. Et j'ai même pu la voir en avant-première, entre guillemets. Pourquoi? Parce que je l'ai acheté à la Japan Expo. Alors, petite parenthèse histoire, parce que c'est un peu n'importe quoi comme histoire, enfin c'est un peu dingue. J'ai participé à un concours sur Twitter. Je participe par-ci par-là à des concours sur Twitter. Généralement, s'il y a un manga à gagner ou quoi que ce soit, je me dis allez. Et puis je tente. Ça m'est arrivé de gagner, donc rien à perdre, quoi, hein, j'ai envie de dire. Et voilà, il y a un concours comme ça, gagner une place pour la Japan Expo. Je me dis, bon, je tente, imagine je gagne. Ce serait marrant. Et qu'est-ce qui se passe? Je gagne. Donc là, j'ai gagné des places pour la Japan Expo. Je vais à la Japan Expo. Et bah du coup, j'en profite. J'achète Tonikaku Kawaii qui est dispo là-bas avant, quoi. Du coup j'ai pu la voir en avant-première, ce qui est plutôt cool je trouve pour un manga que j'attendais autant. Et voilà, ça me fait un petit... Nove Graphics, ils ont vraiment fait ma Japan Expo en termes d'événements, parce qu'il n'y a pas que ça en plus, je vais vous en parler vite fait vu qu'on est sur la parenthèse. Mais bon du coup, ça c'est la carte, j'en profite pour placer les cartes en même temps vu qu'on est dans cette parenthèse. Avant de revenir sur l'histoire du manga, parce que vous vous demandez peut-être de quoi ça parle depuis tout à l'heure, si vous êtes intéressé, ne vous en faites pas, je vais le dire. Donc il y a cette carte qui est la carte standard que n'importe qui peut avoir en achetant le tome. Elle est dans le tome. Mais j'ai également cette petite carte là qu'on m'a donnée à l'achat du tome, qui est donc la carte de Tonikaku Kawaii, une carte promo cette fois-ci. Donc ça c'est déjà super cool. Mais c'est pas tout, parce que au stand Nove Graphics, ils avaient genre des cartes full art comme ça, une par jour, parce qu'il y avait 4 jours à la Japan Expo, une pour chaque jour spécifiquement, c'est pas la même carte chaque jour, qu'on avait pour l'achat de n'importe quel manga. Donc voilà, j'ai eu aussi ça également pour avoir acheté uniquement le tome de Tonikaku Kawaii. Et c'est pas tout, parce que je remercie, bon il se reconnaîtra sans doute pas et je pense qu'il tombera jamais sur cette vidéo, mais je remercie le vendeur du stand Nove Graphics. Pourquoi? Parce qu'il m'a donné ça. Donc ça c'est un truc qui se met sur la tête en carton de Rent a Girlfriend,
Alors que sur le site sur le Twitter de Noévé Graphics, c'était clairement spécifié que ce truc-là, c'était pour l'achat de 2 mangas en principe. Mais bon, à mon avis, ils en avaient plein en stock, et puis ça fait de la pub, quoi, si les gens le mettent sur la tête. Donc, ils me l'ont donné, et j'ai trouvé ça sympa, vu que je n'avais acheté qu'un manga, et que moi, j'étais bien en fait des différentes règles, j'avais un petit dit le truc avant. Et c'est pas tout ce que j'ai pu avoir sur le stand de Noévé Graphics, c'est ça qui est dingue. Ils avaient fait une collab avec Wabe Schwartz. Alors Wabe Schwartz, j'appelle ça comme ça s'appelle pas du tout comme ça, je crois que ça s'appelle en termes de prononciation. Hein. Parce que c'est écrit en... Vous voyez les lettres allemandes là, bizarroïdes, bah ça s'écrit comme ça. Donc moi j'appelle ça Wabe Schwartz, mais je crois que ça s'appelle Wabe Schwartz, je sais pas le prononcer quoi. Mais donc ils avaient fait une collab avec Wabe Schwartz, et du coup, il y avait des cartes gratos qui étaient là, genre sur le stand. C'était marqué servez-vous, tu pouvais en prendre autant que tu voulais. Alors j'en ai en double, c'est pas parce que j'ai fait le radin à en prendre plusieurs, hein. C'est parce qu'ils m'en ont redonné plus tard dans un truc, celle que j'avais déjà, ils me les ont redonnées, mais je vous expliquerai pourquoi le moment venu. Alors celle-là, elle est spéciale, je crois. Puis le reste, voilà, c'est les standards. Celles que vous pouviez trouver n'importe où. Sur le stand, hein, bien sûr. Donc plutôt cool d'avoir ça parce que j'avais aucune carte Wabe Schwartz, et c'est le genre de jeu qui m'intéresse parce que vous voyez c'est un truc à crossover. C'est genre il y a une extension par animé ou par jeu vidéo. Donc c'est le genre de jeu où tu peux faire, je sais pas si tu peux mixer les extensions entre elles, mais en tout cas sur le papier quand tu peux faire Fairy Tail contre Persona ou ce genre de délire quoi. Et ça me plaît beaucoup parce qu'en plus il n'y a pas que ces deux licences là, il y en a quelques autres qui me parlent pas mal. Donc voilà. Bon malheureusement là c'est du Chainsaw Man et du Dragon Maid, et je crois que c'est du... Ouais, ça c'est du Attack on Titans. Donc bon, c'est pas des trucs qui me parlent extrêmement, mais au moins quoi, j'en ai quelques-unes, et s'il faut, c'est des trucs plutôt exclusifs, plutôt rares. Donc bon, si un jour je me mets à faire une collection de Wabe Schwartz, ce sera déjà ça. Ensuite, il y en a encore 2 cartes que je vous ai pas montré, parce qu'en fait, à la Japan Expo, sur le stand de Noévé Graphics, il proposait de jouer à un jeu. Alors Noévé Graphics en fait c'est un éditeur de manga bien sûr, et aussi de livres un peu genre de beaux livres on appelle ça, vous voyez, de livres un peu luxe quoi, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et mais ils vont aussi se mettre à éditer des jeux vidéo, notamment des jeux vidéo adaptés de licences qu'ils publient en manga. Et le premier et le seul qui est annoncé pour le moment c'est le jeu Miss Kobayashi Dragon Maid. Et donc j'ai pu y jouer. Et donc en fait, quand tu y joues, tu gagnes cette carte là. Mais quand tu gagnes le niveau, ce qui n'est pas infaisable du tout, hein, tu gagnes cette carte là, qui est une carte secrète je crois. Et du coup bah, je suis très content de l'avoir. Surtout qu'en plus il y a un souvenir plutôt cool avec. Et donc c'est ça la carte là, que je vous ai dit parmi les Wabe Schwartz. Celle-ci elle est spéciale je pense parce que je crois que je l'ai eu aussi en gagnant. Ou en tout cas en jouant. Le truc avec cette carte de victoire là que je suis content de l'avoir déjà parce que bah, je la voulais, c'était pour ça que j'ai joué à la base. Mais en plus je suis assez content parce que j'ai gagné in extremis, c'est-à-dire vraiment j'ai gagné à la seconde où j'aurais perdu. Vous voyez ce que je veux dire, genre je suis en mode oh non j'ai plus de vie, je vais perdre, et puis là le boss il explose. Ouais. Et là j'ai gagné, j'ai vraiment fait yes. Vous voyez le même avec le bébé là qui fait yes. Bah j'ai fait pareil. J'ai fait ça mais en direct par réflexe quoi. À voix haute je l'ai dit. Yes. Et voilà, j'ai vraiment gagné in extremis. Et du coup ils ont réussi leur co-marketing de mon côté parce ils ont vraiment associé le jeu à un souvenir positif. Et un souvenir positif en plus, vous voyez, c'était vraiment victoire sur le fil quoi. Ça avait un côté très j'ai réussi. Donc voilà, ça c'est plutôt cool. Si vous vous demandez, le jeu c'est un shoot'em up, un peu un Danmaku dans l'idée. Enfin, c'était pas très compliqué pour l'instant, même si j'ai failli perdre. Mais c'était ma première fois que je joue en même temps. Hein. Mais je me dis, si ça c'est le niveau 1, il y a un moyen quand même que les niveaux, genre les tout derniers, ce soit vraiment des rideaux de balles quoi. Donc voilà, c'est ce genre de jeu, c'est un peu à la Toho si vous voulez. Donc voilà, ça c'était pour la parenthèse, mais voilà, tout ça pour dire que Noévé Graphics, ils ont vraiment fait ma Japan Expo en vrai. Sans eux, je me serais un peu moins amusé, faut le dire. Surtout que, pour une raison obscure, dans cette Japan Expo, j'ai fait beaucoup moins d'achats, genre vraiment beaucoup moins d'achats que d'habitude, quoi. D'habitude, je vais à la Japan Expo, je
ou à une autre convention, hein, je fais mes courses, quoi. J'achète plusieurs dizaines d'euros de figurines ou de mangas. Là, j'ai acheté vraiment le tome de Tonikaku Kawaii et une figurine. Et c'était une figurine vraiment pas chère parce que je voulais absolument partir avec une figurine histoire de pas être venu pour rien, quoi. Donc la figurine, vous la verrez dans une figurine review dans 5000 ans parce que je suis en méga retard sur les figurines review. Mais bon. Voilà, donc ça c'était la parenthèse. Revenons-en si vous voulez bien à Tonikaku Kawaii tout simplement. Voilà, on va mettre ça comme ça. Hop là. Voilà, là on est 100% Tonikaku Kawaii, on revient sur le truc. Donc, ceux qui se demandaient là, que j'ai tenu en haleine depuis tout à l'heure, ça parle de quoi ton manga qui est censé être génial? Alors en fait c'est l'histoire d'un gars qui se retrouve à tomber amoureux d'une fille. Je vais être le plus vague possible, hein, parce qu'il y a des éléments de l'histoire qui sont même un peu nébuleux pour moi, je vous avoue, parce que bon, c'est le tome 1, faut dire. Hein. Mais ouais, donc un gars qui se met à tomber amoureux d'une fille, parce qu'elle lui a sauvé plus ou moins la vie, et qui du coup va se marier avec, genre direct. Direct ils vont se marier. Bon, le gars il est un peu décontenancé quand même, mais ils le font quoi, ils se marient. Et c'est ça l'histoire pour l'instant. Pour l'instant c'est juste une petite romance rigolote qui cache un peu de mystère. Et en gros, tu suis la vie de ces deux gens très jeunes quoi, qui ils sont même, je crois qu'ils sont même mariés à un point où il faut l'accord de leurs parents, vous voyez genre. C'est genre ils sont mariés mais avant même d'avoir le droit de choisir tout seul quoi. Donc c'est deux amoureux là qui sont très jeunes et qui sont mariés et bah qui vont vivre des petits trucs rigolos quoi, et je suis curieux justement de voir comment ça va évoluer et c'est vraiment très bien. Ça se lit mais tellement bien, ça m'étonne pas de l'auteur d'Ayate no Gotoku, je m'attendais à un truc de cette qualité là et je suis pas déçu. C'est honnêtement très pressé de lire la suite. En plus il y a le côté, si vous avez lu Ayate no Gotoku, vous savez qu'il y a un côté très très référentiel dans Ayate no Gotoku. C'est aussi le cas dans Tonikaku Kawaii, mais c'est un peu plus subtil. Il y a moins de name dropping et plus de les titres de chapitres par exemple. Vous voyez, il y a eu par exemple, il y a des refs très clairs à Danganronpa, peut-être à Gundam, je sais plus. J'en avais spoté 4-5 différentes là déjà des refs, et je parle des plus évidentes là, de celles qui me parlaient un peu. Hein. Et ouais, en plus voilà, et en plus vu que c'est plus récent Tonikaku Kawaii, c'est quand même des rêves plus modernes. Donc c'est pour nous les Européens, c'est quand même plus simple parce qu'il y avait des trucs assez pointus dans Ayate no Gotoku, faut pas se mentir, des trucs qui faisaient une rêve, t'étais en mode elle est où la petite Astérix parce que je ne comprends pas. C'est à quoi qui fait référence. Là ça va, c'est des trucs un peu plus modernes, donc forcément de nos jours t'as internet et tout. On sait à peu près tout ce qui sort, on sait à peu près tout ce qui est à la mode au Japon quoi. Donc ça va, Danganronpa tu connais quoi. Voilà, donc Tonikaku Kawaii, toujours aussi, du coup toujours référentiel, mais peut-être de manière un peu plus subtile, et de manière un peu plus européen friendly, donc, enfin européen ou même occidental de manière générale. Donc c'est du tout bon quoi. Et par contre je vous avoue que pendant ma lecture à moi, vu que je suis fan de Ayate no Gotoku, et qu'il me semble que l'auteur avait sous-entendu qu'on pourrait les revoir dans son prochain manga, les personnages de Ayate no Gotoku, je vous avoue qu'à chaque fois qu'il y avait un nouveau personnage, je le scrutais en mode est-ce que ce serait le cousin germain d'un personnage d'Ayate no Gotoku? Est-ce que c'est une version du futur d'un personnage que je connais? Et vraiment, genre, je me souviens, il y a un moment, il y a genre la prof du héros de Tonikaku Kawaii, dont malheureusement je n'ai pas encore retenu le nom, qui vraiment, genre, je l'ai fixé pendant quelques secondes, quoi, en mode, attends, elle me dit quelque chose. Est-ce que c'est juste le chara design, vu que c'est le même auteur, ou est-ce que c'est vraiment un perso que je connais? Je me suis posé la question quand même pendant quelques secondes, quoi. Du coup, voilà, bon, j'espère que j'ai pas raté un perso que je connais, quoi. Et j'espère qu'ils vont apparaître. Ne serait-ce que, honnêtement, je demande pas à ce qu'ils aient un rôle dans l'histoire. Ça me plairait s'ils en avaient un, mais je réclame pas ça. Je veux juste, au moins un caméo en arrière-plan, quoi. Au moins un petit Ayate en arrière-plan. Après, s'ils veulent me faire un Ayate barbu qui arrive, qui est là, bonjour, je suis Old Man Ayate. Je vais sauver le monde. Et puis, bon, ça peut être cool aussi. Quoi qu'il en soit, c'est une série que j'attendais de pied ferme, et c'est une série, je pense, alors si mon budget me l'autorise bien sûr, je pense que vous verrez genre tous les tomes le mois
de leur le mois de leur sortie quoi dans ces vidéos. Donc à mon avis je serai assez carré sur la sortie des tomes de Tonikaku Kawaii. Tellement c'est vraiment genre là actuellement dans mes séries que je suis activement, il y en a une cinquantaine à peu près. C'est une de celles que je pense je vais essayer de suivre le plus assidûment. Donc vraiment c'est de l'or Tonikaku Kawaii, je vous le conseille. Red Eye Sword ensuite, donc Akame ga Kill, hein, j'ai l'impression que c'est plus connu sous le nom d'Akame ga Kill quand même. Enfin, non, faut dire que souvent les animés on connaît plus le nom japonais, donc c'est peut-être pour ça que je dis ça. Donc j'ai pas vu l'animé, hein, mais... Donc c'était l'offre découverte, le premier tome à 3€, scénario par Takahiro, le manga par Tetsuya Tashiro, et c'est chez Kurokawa. Donc Akame ga Kill, qu'est-ce que j'ai à en dire pas énormément de choses. Alors en fait, je connaissais déjà un peu l'histoire du chapitre 1 pour être franc. Pas du chapitre 1, je veux dire du tome 1 en gros. Hein. D'une bonne partie du tome 1 quoi qu'il en soit. Parce que j'avais vu genre il y a très longtemps une sorte de série abrégée ou un délire comme ça. Qui en gros résume l'introduction quoi. Le premier arc avant que le héros rejoigne l'organisation. Si vous voyez ce que je veux dire. Et donc du coup voilà, ça m'a un peu... J'étais déjà un peu spoilé sur le twist, on va dire, de cette intro. Mais quoi qu'il en soit, donc j'ai pu enfin lire ce tome, avoir une vraie expérience de Akame ga Kill. Et pour l'instant, c'était sympa. Sympa sans plus, j'aurais envie de dire. C'est pas mauvais, c'est pas ça me transcende pas non plus. Alors peut-être c'est à cause de ce twist du... Vous voyez, peut-être si j'avais vraiment vécu le twist de ce qui se passe à la fin de l'intro... Bah vous comprenez ce que j'appelle l'intro si vous avez lu. Hein. Si j'avais vécu ce twist, peut-être que ça m'aurait un peu plus emballé. Là, vraiment, je trouve ça relativement bateau, mais ça a du potentiel, vous voyez. Parce que c'est assez fréquent dans les mangas, les organisations un peu comme ça, d'assassins ou de gens qui combattent des démons ou ce genre de trucs. Vous voyez, je peux vous en citer des tonnes de mangas comme ça où le héros rejoint une organisation et puis voilà il va aider vous voyez tout ce qui est Blue Exorcist, Bleach tous ces trucs là quoi. Donc bon voilà, ça c'est relativement bateau mais qui a quand même un peu de potentiel sous le capot j'ai l'impression. Mais voilà, sans plus, je suis content d'avoir découvert, mais je pense pas me précipiter sur la suite, quoi. C'est en gros ce que j'en retiendrai. Toujours très content de ce genre d'offre, hein, bien sûr, parce que 3€ c'est quand même plus que moitié prix, et pour un manga neuf, donc c'est que du bon. Et d'ailleurs, je sais que j'en parle pratiquement à chaque vidéo, mais vous voyez, mais avec la hausse des prix de l'occasion là qui est devenue absurde, vous vous rendez compte que maintenant les offres découvertes sont moins chères que le même manga d'occasion. Parce que maintenant les mangas d'occasion ils gênent pas, ils mettent 4€, 5€ les mangas. Donc vous vous rendez compte que maintenant c'est moins cher. À une époque j'aurais dit ah ça coûte le même prix que si on l'achète d'occasion. Là même plus, là j'ai envie de dire c'est moins cher quoi. C'est scandaleux. D'où l'offre découverte, elle est moins chère que le manga d'occasion. Franchement, les magasins d'occasion, faudrait vous remettre en question. Hein. Je vous invite vraiment à ne pas acheter un manga d'occasion si vous trouvez qu'il est trop cher. Pour moi, en dessous, pour moi, ça doit être moitié prix minimum. Sinon, ça vaut pas le coup. Sinon, pourquoi j'achèterais d'occasion? Autant prendre le neuf où je suis sûr qu'il est bien neuf. Voilà, il n'y a pas de page arrachée, il n'y a pas de tache, il n'y a rien. J'achète le neuf. Après, oui, s'il est en état incroyable et que t'achètes 20 tomes, oui bon si t'économises 1€ sur chaque tome ça vaut le coup. Mais voilà, c'est pas non plus... En gros je vous invite vraiment si le manga que vous voulez est dispo neuf, et si l'occasion vaut pas le coup, bah achetez le neuf quoi. Alors voilà, c'est... ça vous coûtera un tout petit peu plus cher, mais au moins déjà il sera neuf, et en plus vous encouragerez pas ce marché qui vraiment part en cacahuète. Voilà, je vous dis ça surtout si vous êtes débutant entre guillemets dans l'achat de manga, parce que c'est surtout vous la cible là du coup des prix un peu abusifs. Oui, parce que les gens comme moi qui sont ultra radins et qui ont acheté des mangas d'occasion à l'époque où ça coûtait 3€ là, eh ben ils se font pas voir quoi, ils sont trop radins pour se faire avoir.
mais surtout vous là qui peut-être avez commencé les mangas avec le pass culture ou je ne sais quoi, je vous encourage vraiment à ne pas acheter bêtement l'occasion. Je vous encourage vraiment à réfléchir à l'occasion et à vous dire, ce manga là, est-ce qu'il est dispo en neuf? Est-ce que le prix est assez différent du neuf pour avoir un vrai impact? Et est-ce que je le veux pas plus neuf, quoi, plutôt qu'avoir les pages jaunies et un peu durcies par l'humidité ou je ne sais quoi. Est-ce que je veux pas plutôt la version neuve pour avoir une jolie collection avec tous mes tomes quand j'aurai fini? Donc voilà, c'est tout ça. Je vous invite à bien réfléchir à tous ces trucs là, parce que c'est vraiment vous qui allez être les moutons, un peu les... Voilà, c'est sur vous, sur ceux qui débutent, que les magasins d'occasion un peu abusifs font reposer leur stratégie. Vous voyez, ils se disent ah, lui il vient de commencer les mangas grâce au pass culture, il est à fond, augmente un peu les prix Jean-Pierre, mets un euro de plus sur les étiquettes. Et voilà, c'est pas moi qui vais les acheter, hein, 1 euro de plus sur les étiquettes. Hein. Mais vous, par contre, je vise toujours les gens qui débutent, hein, bien sûr, vous, ils peuvent vous avoir. Donc soyez vigilants et soyez plus malins qu'eux. Et quand tous leurs mangas seront pas vendus et qu'ils les mettront tous en promo, là c'est nous qui les aurons eu. Donc bon, j'y crois pas trop, hein, je vais pas soulever un mouvement un mouvement contestataire anti-prix abusif sur les magasins d'occasion. Mais je me souviens vraiment d'une époque où c'était un peu la chasse au trésor dans les magasins d'occasion et tout était possible et même les plus chers avaient des prix corrects, quoi. Là maintenant les plus chers ont des prix abusifs et les moins chers ont des prix corrects. Donc c'est pas normal. Je vous invite vraiment à m'écouter. Mais là, je digresse beaucoup, là, parce que d'où on est passé sur les mangas d'occasion, alors qu'on était sur Red Ice Sword à 3 €, là. Bon, quoi qu'il en soit, je vous ai déjà donné ce que j'en pensais de Red Ice Sword. S'il y a des grands fans qui veulent me convaincre, vous pouvez essayer, hein, mais sans spoiler, s'il vous plaît. que ça vaut le coup de continuer immédiatement, ou quoi que ce soit. Mais bon, en tout cas, c'était plutôt sympa. On enchaîne sur GTO Paradise Lost, tome 15 et 16 par Toru Fujisawa aux éditions Pika. Donc GTO Paradise Lost, c'est donc dans ces tomes 15 et 16 une avancée sur le scénario principal qui est plutôt conséquente. Hein. Il y a des avancées, si je ne m'abuse, sur tout ce qui est prison, et il y a aussi des avancées sur l'arc de la collègue de Nizuka, là, de la prof, et de la secte qui va avec. Je suis assez content d'un truc qui se passe dans cet tome, c'est que enfin on... Alors j'ai pas de mot français pour ça, le mot m'échappe je pense, il doit exister, hein. Mais on acknowledge enfin l'existence dans Paradise Lost de la collègue de Nizuka de GTO tout court. Vous voyez sa collègue Fujisaki peut-être, j'ai pas la mémoire des noms, donc vous me direz si c'est ça ou pas. Vous voyez sa collègue qui est un peu son love interest dans GTO tout court. Et ben voilà, dans Paradise Lost, le truc c'était surtout elle qui me faisait dire que c'était un peu dommage que les personnages secondaires soient interchangeables, vous voyez. Parce que vraiment au début de Paradise Lost, Onizuka change d'école et du coup il change de collègue. Enfin genre nouvelle école, nouvelle collègue féminine slash love interest potentiel. Bon, et pareil pour les élèves du coup. Mais pour les élèves c'était compréhensible, vous voyez, parce que bah, chaque année les élèves ils montent de classe quoi. Mais la collègue féminine c'est justement ce qui me faisait dire ah ouais d'accord, donc à part Onizuka ils sont tous un peu interchangeables. Et aussi le prof, j'oublie son nom, mais vous voyez le prof qui se fait tout le temps casser sa voiture là, et la directrice. Vous voyez, il y avait vraiment ces trois personnages là qui restaient, tout le monde se fait remplacer. Et ça me décevait un peu. Donc comme je vous ai dit, pour les élèves ça passait, mais pour la prof féminine, je trouvais vraiment, pour Fujisaki, on va l'appeler comme ça, j'espère que c'est son nom, je trouvais ça vraiment dommage en fait. Je me disais, ah ouais, bah, du coup, toutes les relations de personnages qu'il y avait dans GTO tout court et dans les autres trucs que j'ai pas lus, ça a pas d'importance alors. Bon, c'est un peu dommage. Mais voilà, je trouvais ça dommage sur les bords. Alors après, il y a eu des caméos au fur et à mesure de Paradise Lost des élèves de GTO classique. Mais je pouvais pas m'empêcher de me dire, quoi, mais elle est où la collègue de GTO dans... Je veux dire, ils étaient potes, quoi. Enfin, j'ai pas lu GTO jusqu'au bout, il me manque quelques tomes. Donc je sais même pas s'il y a une romance à la fin. Mais ils étaient proches, quoi. Genre vraiment, ils vont même pas se croiser une pause café ou j'en sais rien. Et là, du coup, enfin, Fujisaki, espérons que c'est son nom encore une fois, apparaît dans ces volumes, si je ne m'abuse, et a un petit rôle, quoi. Enfin, elle parle, elle a des dialogues, elle dit des trucs, elle fait...
Alors c'est un peu dommage qu'il ait fallu attendre que l'autre, la collègue féminine de remplacement là, se soit fait prise dans une secte pour que Fujisaki elle revienne. Ça c'est assez dommage. Mais je suis content voilà que ils remettent ce personnage sur le tapis. Et du coup, visiblement, il y a moyen que que le personnage soit pas mis sous le tapis, quoi. Et ça, je suis content, voilà. Et en plus de ça, c'est pas le seul truc qui... Encore une fois, acknowledge, désolé, j'ai pas le mot français en tête. Une continuité dans GTO et qui prend en compte les mangas précédents. Parce qu'il y a notamment un personnage, même plusieurs personnages, qu'on rencontre dans ces tomes-là qui vient, je crois, de GTO Shonen quelque chose. Attendez, hop. Voilà, là il y a tous les spin-offs de GTO. Voilà, Shonen 14 Days. Ou GTR, je sais plus. Bah, y a un personnage qui vient d'un de ces mangas, vous voyez, d'un spin-off de GTO que j'ai pas lu. Et du coup, je me suis dit, ah tiens, j'aurais peut-être dû les lire dans l'ordre, les GTO. Mais bon, mais ouais, en vrai, c'est une réflexion que je me fais. Je me dis, un jour, il faudrait que je me lise tous les spin-offs de GTO. Et comme ça, j'aurai vraiment tout le GTO verse en tête. Et ce sera plutôt cool. Donc voilà. Pour l'instant, dans ma ligne de mire, il faut déjà que je finisse GTO tout court parce que j'ai pris une édition qui est plus dispo en fait, je crois. Et j'ai pas envie de recommencer une autre édition. Faudrait qu'il fasse... Parce qu'en plus, l'édition que moi j'avais, c'est une édition double. Et du coup, l'édition actuelle de GTO qui est disponible partout, c'est une édition simple. Et du coup, je me trouverais vraiment bête de passer à une édition simple alors qu'une édition double, c'est plus... non seulement c'est celle que j'ai commencé, quoi, mais en plus c'est plus avantageux économiquement parlant, vous voyez. Parce que un tome double, souvent ça fait au moins 2 tomes, quoi, mais ça coûte 10 €. Donc ça vaut. Alors que si t'achètes 2 tomes, quoi, ça fait entre 12 et 14. Donc bon. Voilà quoi, tout ça pour dire qu'il faudra vraiment que ça a réveillé un peu mon envie de me mettre à tous les spin-offs de GTO. Priorité Young GTO une fois que j'aurai fini GTO tout court. Parce que Young GTO, j'avais lu des chapitres, j'avais lu les 2 premiers chapitres, je crois, une sorte de tentative de magazine de prépublication qu'avait fait Pika il y a longtemps. Et du coup, je suis déjà un peu appâté, quoi. On m'a déjà un peu attrapé, quoi. Donc vraiment Young GTO, et puis après, bien sûr, tout ce qui est GTR, Shonen Days et Ino Head Gargoyle et tout ça, je suis curieux aussi de voir ce que ça donne. Donc, voilà quoi, le GTO verse, comme j'ai dit tout à l'heure, terme bien sûr très utilisé que je viens absolument pas juste d'inventer, a quand même du potentiel très intéressant et je serais content d'avoir une vue d'ensemble sur tout ça. En attendant, pour le moment, GTO Paradise Lost, si vous posiez la question, ça se lit quand même très très bien en ayant lu que GTO tout court, voire même sans avoir lu GTO, pour être honnête. Si on vous pitch vite fait ce qui s'est passé dans GTO, vous pouvez vous y retrouver dans GTO Paradise Lost. Mais moi je vous conseille quand même de lire GTO tout court avant, parce que c'est un peu la base, quoi. Même si la base des bases, en vrai, chronologiquement c'est Young GTO, mais Young GTO c'est un peu différent de GTO tout court, donc vous pouvez commencer par celui que vous voulez en vrai. Bon, je les ai pas lus, mais j'éviterai de commencer par les spin-offs quand même, parce que ça me paraît un peu bizarre quand même de vraiment commencer par spin-off. GTO Paradise Lost, ça a vraiment une aura de suite à GTO, vous voyez. Alors que GTR et tout ça, je les ai pas lus encore une fois, mais ça a plutôt une aura de spin-off. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, GTO Paradise Lost, ça continue d'avancer, ça continue d'être bien. Je continue de vous le conseiller. Et donc le manga, entre guillemets, final de toute cette aventure, c'est Doki Doki Mag, numéro 1. Donc c'est l'équivalent du Glénat Manga News, mais pour Doki Doki. Et bien pourquoi pas, c'était une très bonne initiative de Glénat, donc je suis content qu'ils aient fait la même chose. Oh regardez, ils ont pensé à moi. Quand j'ai vu ça, je me suis dit, c'est parfait pour la vidéo. Voilà, ça c'est tous les mangas. C'est tous les mangas qui sont dans ce... Voilà, il y a un chapitre de chaque. On va les passer un peu en revue, hein, vite fait, dire ce que j'en ai pensé. Donc voilà, c'est vraiment comme le Glénat Manga News, c'est des chapitres 1 de quelques mangas, entrecoupés de quelques interviews ou trucs dans le genre, et de news sur l'éditeur. Et c'est gratos. Donc j'ai eu à la Japan Expo aussi, celui-là. Je sais pas si on peut l'avoir autre part qu'à la Japan Expo. En ce qui me concerne, j'ai lu là-bas. Donc Eminent in Shadow, ça a l'air sympa. C'est l'histoire d'un gars qui essaye un peu de devenir le mastermind du monde où il vit.
Si j'étais riche, bah, je commencerais la série. Si j'étais riche, j'achèterais tout, hein, qu'on soit clair. Mais bon, là j'ai plus trop de budget quand même. Ça, j'avais vu ça pas mal passer, In the Land of Lidl. C'est... Lidl. Pas les magasins. C'est plutôt sympa. Voilà, sans être... Enfin, c'est que des chapitres 1 quoi qu'on voit, donc j'aurais du mal à vous dire si s'il va y avoir un développement fantastique, mais la base en tout cas est sympathique. Le prince alchimiste pareil, hein, très sympathique comme base. Yassel the Last Boss, exactement pareil, c'est une base très cool, et je serais presque tenté de l'acheter également. Apparaît Radman, c'est moins mon délire, mais ça a l'air plutôt original. C'est des japonais qui arrivent aux États-Unis et qui vont faire des courses de voitures pour gagner de l'argent. Shy Yakuza, genre petit, c'est genre le genre de petite série sympa, plutôt mignonne. Hop là. Les promeneuses de l'apocalypse, c'est un truc un peu plus conceptuel où t'as deux filles qui se baladent en ville pendant l'apocalypse, après l'apocalypse. Enfin, qui se baladent en ville, qui font genre une sorte de tour à moto, quoi, qui font un road trip, on va dire. Alors, 300 jours avec toi, faut que je vous en parle de ça. Justement, dans un Glénat Manga News, on est d'accord, il y avait un chapitre d'un manga, c'était exactement le même concept. Je me suis en librairie, quand j'ai vu celui-là, je me suis dit, mais attends, c'est exactement le même concept. J'ai vérifié sur internet, il n'y a aucun auteur en commun, que ce soit auteur original, dessinateur, scénariste, je ne sais pas quoi, il n'y a aucun auteur en commun, mais ce manga a exactement le même concept qu'un autre manga, mais l'autre c'était avec des enfants. C'est une romance avec un compteur de jours qui reste à vivre sur la tête de la fille, mais il y a un manga, c'est exactement le même concept, mais qui n'a aucun lien. Et je crois même qu'il y a exactement la même police pour les chiffres sur sa tête. C'est quoi le délire? Expliquez-moi. Pourquoi il y a un manga qui a exactement le même concept et les deux n'ont aucun lien et les deux sortent à peu près en même temps en France? Expliquez-moi s'il vous plaît, si vous avez la moindre info et qu'en fait c'est un vain sens, je suis preneur. Vraiment. Alors ça, je me souviens, je l'avais vu, justement, je m'étais renseigné dessus avant que ça sorte en France, bah c'est pas encore sorti d'ailleurs, je crois, vu qu'on a que la couverture japonaise. C'est un truc de voyage dans le temps, je crois, ou un truc avec du temps, il y a du temps dans l'équation, quoi. Et je me souviens que j'avais regardé parce que genre c'était bien dessiné ou un truc comme ça. Genre j'étais tombé là-dessus, je me suis dit, c'est joli ça. Et j'envisageais peut-être même de commencer, je me disais, est-ce que je commencerai pas si ça tombe pile au bon moment? Donc là je suis content d'avoir pu au moins lire le premier chapitre. Ça m'a pas trop aidé à me décider parce que c'est un premier chapitre, c'est une introduction quoi. Faut voir comment ça se développe. Mais il y a peut-être moyen que je commence. Mais je vous promets rien. Mais bon voilà, du coup voilà, plein de petites découvertes sympas. C'est vraiment l'équivalent d'avoir des extraits gratuits, sauf que t'as un vrai beau livre que tu peux mettre dans ta bibliothèque sans te dire ouais c'est un vieux extrait gratuit un peu moche quoi. Non, c'est un vrai beau truc. Enfin, ça reste un magazine gratuit, hein, c'est pas non plus un livre de qualité exceptionnelle, mais c'est vraiment génial ce genre de truc. Moi j'en veux tous les jours, je veux que tous les éditeurs fassent ça. Hein. C'est que du bon, en fait. En plus, tu les as en grand format, Voilà, il y a même des pages couleurs, tu les as en grand format. C'est que du bonus, quoi, en fait. C'est génial, je veux ça pour tous les éditeurs. Doki Doki et Glénat, vous êtes malins, vous êtes pas bêtes. Ça marche en plus, hein. J'ai envie de toutes les acheter là, les séries pratiquement. C'est ça qu'il faut faire. Ça, c'est des génies du marketing, ça. Donc, top, hein. Top. Vraiment, Doki Doki, félicitations d'avoir suivi l'exemple de Glénat. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd que le Glénat Manga News c'était une bonne chose. Et je suis content que Doki Doki en ait fait quelque chose également. Bon, là c'est le moment du manga coup de cœur du mois. Est-ce qu'il y a le moindre suspense? Toi là, au fond là, qui a dit qu'il y avait du suspense. Tu n'as pas suivi la vidéo, c'est pas bien. C'est bien sûr Tonikaku Kawaii qui gagne, mais de loin, de loin. Tonikaku Kawaii qui gagne. Regarde sa tête. Est-ce qu'elle a l'air de perdre là? Non, elle gagne. Parce que Tonikaku Kawaii c'est génial. Donc c'est le manga coup de cœur du mois, de loin. Et je pense que ce sera le coup de cœur du mois pratiquement tous les mois où ce manga apparaîtra. Hein, parce que Tonikaku Kawaii c'est quand même excellent. Et en tout cas selon moi bien sûr. Et honnêtement, voilà quoi,
En plus, il y a tous les trucs de Japan Expo que j'ai associés avec, donc même si ça n'avait pas été si bien que ça, j'aurais quand même eu des petits souvenirs avec, quoi. Donc vraiment, Tonikaku Kawaii, je vous le conseille à mort. C'est le manga que je vous conseille de tout ce mois-ci. C'est aussi le manga que je vous conseille de tout le catalogue de Noévé Graphics. Pour moi, c'est celui qui... Noévé Graphics, j'en lis quoi? J'en lis 3 de mangas. Je lis Tonikaku Kawaii, Renton Girlfriend et Nagatoro. C'est celui que je vous conseille le plus, mais de loin. À 50 000 km, c'est celui que je vous conseille de plus. Vraiment, si vous vouliez tester un manga Noévé Graphics, testez celui-là. C'est la pépite pour moi, c'est le truc. Là, Noévé Graphics, ils ont plein de licences sympas, mais pas de licences qui me parlaient personnellement, vous voyez. Nagatoro et Renton Girlfriend, bah, ça me parle parce que j'ai découvert avec Noévé Graphics, vous voyez. Tonikaku Kawaii, il y avait déjà un affect avant. Et en même temps, il y avait une attente que ça arrive, et du coup, ils ont répondu à cette attente, et l'affect n'en est que plus fort, et honnêtement, ce premier tome est carrément à la hauteur. Franchement, tentez le coup. Si vous aimez bien les romances, c'est un must-have, je pense. Alors, c'est donc la fin de cette vidéo des lectures manga du mois de juillet 2022. Encore une fois, elle est en retard cette vidéo, donc pour moi ça fait bizarre de dire juillet. Hein. pour tout vous dire, on est au début septembre au moment où je tourne. Donc voilà. Bon, encore une fois, c'était pas vraiment de ma faute le retard, mais voilà, je m'excuse si jamais quelqu'un attendait assidûment cette vidéo. Hein. Je pense que c'est pas le cas, qu'il n'y avait pas grand monde qui attendait assidûment, mais on sait jamais, il y a peut-être un spectateur de la majorité silencieuse qui vraiment est fidèle au poste et toujours là. Et ne le dira jamais parce qu'il est majorité silencieuse, quoi, il parle pas sur internet. Et bien, toi, si tu existes, et seulement si tu existes, bien sûr, parce que si tu n'existes pas, je parle dans le vide, je te remercie et je m'excuse pour le retard. Voilà. Donc, il y avait quand même du solide hein, dans cette vidéo, je pense, en termes de série. Il y a de tout, quoi. Il y a des nouveautés, il y a du Doki Doki Magazine, il y a des suites de séries, et il y a même un petit roman pour diversifier. Honnêtement, c'est un mois plutôt sympa et pas trop long. J'ai pas beaucoup lu ce mois-là, donc la vidéo doit pas être trop longue. Alors, me connaissant, elle est longue quand même, mais je pense qu'on est peut-être en dessous d'une heure, ce qui est un exploit sur cette chaîne. Donc, on va profiter de cet exploit et pas traîner en longueur plus longtemps. C'était Japanman. A plus.